Ici, voilà, c'est parti pour ce webinaire. Donc, le webinaire où on va parler d'alimenter son PER, parce que le PER est un sujet assez vaste et on va voir qu'il y a un certain nombre de stratégies pour pouvoir l'alimenter. Donc, on va parler des stratégies de versement dans un premier temps, avec des petits rappels. Donc, les rappels sur le terrain que l'on a vu sur le webinaire précédent, de rappeler qu'il est ouvert à tous, c'est-à-dire que l'on soit salarié, que l'on soit indépendant, que l'on soit fonctionnaire. On peut souscrire, peut verser sur un terrain, que ce versement est déductible sur option. Et effectivement, le PER, on l'a vu lors de la précédente présentation, on peut l'alimenter soit par transfert, soit par versement. Une petite notion importante sur la sortie. La sortie peut se faire en capital et en rente, mais à partir de 62 ans, plutôt si on liquide plutôt son régime à la retraite. Mais dans la plupart des cas, on va liquider à partir de 62 ans. Ça, c'est quand même une constante sur ce contrat. Ensuite, le PER, on a vu qu'on pouvait l'alimenter avec des versements volontaires. On peut transférer un PER plus loin, malin, ainsi de suite. On peut transférer des fonds d'un contrat d'assurance vie. Et on peut aussi transférer un capital du contrat article 83 pour peu qu'il soit passé auparavant par le PER. Puis il y aura une petite diapositive de rappel qui viendra juste après. Voilà. Donc, en résumé, c'est maintenant qu'on commence la partie plus précise de ce webinaire. On a un socle commun qui est l'enveloppe du plan d'épargne retraite. Soit on est soi-même à l'origine de la souscription, et à ce moment-là, si on est à l'origine de la souscription, c'est une souscription individuelle, soit c'est son employeur qui est à l'origine de la souscription, et l'employeur a la possibilité de faire un PER qui soit collectif, et donc là, c'est l'ancien PERCO, ou un PER qui soit obligatoire, et c'est l'ancien article 83. Donc, on ne parlera pas de cette partie-là ou à la marge aujourd'hui. On parlera beaucoup plus de la souscription individuelle et du PER individuel, qui recouvre plusieurs réalités fiscales, puisqu'il y aura le PER, le Madelin agricole, le préfonds, le Corem et le CRH, sachant que le CRH et le Corem, on les retrouve dans le milieu hospitalier, avec une question, une corollaire, c'est que quand c'est l'entreprise qui le met en place, et si un organisme d'État est-il une entreprise, est-ce qu'on est dans le cadre d'une multiplicité de PER individuels ou d'une souscription entreprise? On regardera ça un petit peu plus tard. Cette question concerne plutôt les PUPH, les praticiens universitaires et qui sont en même temps praticiens hospitaliers. Retenez une chose très importante. C'est que le PER a plusieurs compartiments. Et ces compartiments-là sont des compartiments soit individuels, soit collectifs. Donc, pour comprendre ce tableau, on a fait les choses par couleur. Donc, retenez une chose, c'est que quand vous faites un versement à titre personnel, qui soit un versement déductible ou non déductible, eh bien, vous pouvez le faire dans un contrat que vous avez ouvert vous-même. Hein, donc, je fais un versement sur mon père. Donc, si c'est déductible, c'est le compartiment 1A. Si ce n'est pas déductible, c'est le compartiment 1B. Voilà. Mais sachez que si jamais mon employeur, donc je me retrouve dans ce cadre de figure-là, mon employeur a souscrit un PER collectif ou un PER obligatoire, je vais retrouver ces deux cas de figure, c'est-à-dire je vais retrouver tant mes enveloppes donc d'épargne salariale qui est en jaune ou de cotisation obligatoire qui est en vert, mais surtout je vais pouvoir, alors que je n'ai pas ouvert moi-même de PER individuel, je vais pouvoir retrouver dans ces enveloppes collectives la possibilité de verser moi-même en déductible ou en non déductible. Donc, c'est la question que chaque salarié devra se poser. Est-ce que je dois ouvrir un PER individuel ou est-ce que je vais uniquement profiter du PER collectif qui aura été ouvert par mon employeur, du PER obligatoire qui aura été ouvert par mon employeur, donc article 80 d'un côté ou PERCO de l'autre, pour retrouver nos anciennes habitudes. Donc,
Donc cette réalité-là, on la retrouve dans toutes les enveloppes. Ça avait commencé avec l'article 83 où on pouvait cotiser à titre personnel. Là, voilà, on va pouvoir cotiser soi-même dans son propre contrat ou dans ce qui a été ouvert par l'entreprise. Je reprends le détail et là, on retrouve un tableau qui va être le traitement fiscal en fonction de l'entrée et de la sortie. Alors retenez qu'on a un PER, mais on a plusieurs fiscalités. C'est ce qu'on retrouve ici. C'est-à-dire les décrets ont beaucoup parlé de la technique du contrat, mais ont assez peu concerné la déductibilité à l'entrée. Donc la déductibilité à l'entrée, c'est globalement l'enveloppe du PER qui est l'enveloppe PERP en fait, hein, donc où on peut avoir une déduction qui est à hauteur de 10% de la rémunération limitée à 8 passes. Donc globalement, on va pouvoir avoir un peu plus de 30 000 euros de déduction au maximum. Et si jamais notre rémunération est inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale, donc si par exemple dans un ménage, l'un des deux touche moins de 41 000 euros, eh bien à ce moment-là, il aura la possibilité forfaitairement de déduire 10% de 41 000 euros, c'est-à-dire 4 100 euros. Donc globalement, si on veut se repérer, quand on est dans le cadre de l'ancien cadre fiscal du PER, du PERP, eh bien, on va pouvoir déduire à minima de son revenu 4 100 euros, à maxima aux environs de 32 000, entre 32 000 et 33 000 euros. Voilà. Donc ça, on l'a vu la dernière fois, soit on ne déduit pas à l'entrée, à ce moment-là, on a une fiscalité qui est plus faible à la sortie, et si on déduit, on a une fiscalité qui est plus forte à la sortie, que l'on sorte en capital ou que l'on sorte en rente ici. Voilà, donc on retrouve le non déductible en haut en vert, on retrouve le déductible avec le traitement fiscal en beige. Et puis il y a une particularité qui reste, c'est que l'enveloppe loi Madelin, donc l'enveloppe des indépendants, donc là on parle des gens qui ont gardé un secteur libéral ou qui sont indépendants ou qui sont gérants majoritaires, qui sont article 62, 163 aussi du Code général des impôts, ont une déductibilité qui est beaucoup plus importante, puisque en plus de celle que l'on vient de voir, ils ont la possibilité de cotiser à 15% supplémentaires entre 41 000 euros et 8 passes, donc entre 41 000 euros et 320 000 euros environ. Donc ça veut dire qu'ils peuvent avoir des cotisations globales qui atteignent aux environs de 71 000 euros, ce qui est quand même très important comme possibilité de déduire. Attention, si je cotise autant sur ma loi Madelin, je vais manger les disponibles PERP de l'année suivante. Et enfin, tout ce qui est préfonds et corem. Donc là, on est dans les gens qui ont un statut soit de contractualisé avec l'État, soit de fonctionnaires, peuvent aller sur les préfonds et les corem. Quelquefois aussi, les conjoints peuvent y aller. Et là, on a une harmonisation totale depuis déjà plusieurs années entre ce que l'on peut verser dans un PERP ou un PER et un préfonds et un corem. Attention, petite notion sur ce qui est préfonds. Le préfonds a décidé en décembre 2019 de passer sur l'option PER, ce qui veut dire que tous les versements à partir de 2020 ne donnent plus droit à une sortie à 55 ans. Uniquement les versements précédents 2020 donnent droit à la sortie à 55 ans, alors que sur le corem, vous avez toujours cette possibilité de sortir par anticipation à 55 ans, puisqu'il n'est pas encore obligatoire pour l'instant. Dernière nouvelle que l'on a pour l'UMR qui gère le corem, on n'a pas encore l'obligation de rester de passer dans le cadre du PER et donc de sortir à 62 ans. Voilà. Donc là, il y a une petite différence sur le contrat retraite dans le cadre du préfonds ou du corem. Voilà, je vais parler des possibilités, maintenant les limites. Ben, les limites dans ce tableau, vous trouvez quoi? Vous trouvez, en fonction de mon statut, sur quoi je peux verser. Donc, je peux verser dans un périn dans tous les cas de figure, y compris quand je suis retraité. On oublie de le dire, mais dans le cas d'une retraite sur retraite, je peux continuer à conserver mon contrat et verser dessus et continuer à déduire. Ça peut être important dans certains cas. Le PER avec les plafonds Madelin, bah, uniquement pour l'indépendant ou le libéral. Le PER, qui est donc le compartiment 1A, 1B qu'on a vu tout à l'heure, eh bien,
je peux aller y souscrire même quand mon entreprise a souscrit un pair entreprise obligatoire ou catégoriel. Et si je suis retraité, je ne peux y souscrire que si j'ai un cumul emploi-retraite. Voilà. Pour tout ce qui est les pairs collectifs et obligatoires, je ne peux y cotiser que si je suis éligible, c'est-à-dire soit dans le cadre du pair obligatoire, c'est uniquement un collège qui est concerné, soit dans le cadre du PERCO, c'est l'ensemble de l'entreprise qui a décidé d'avoir un contrat complémentaire et je peux y être éligible. Au niveau du préfonds, eh bien, je ne peux cotiser que si je suis fonctionnaire ou conjoint de fonctionnaire, mais je ne veux plus cotiser sur le préfonds classique, en tout cas. Voilà, c'est maintenant sur le préfonds pair. Donc, une petite diapo qui est spécialisée pour les PH et qui sont libéraux, les praticiens hospitaliers qui sont libéraux et les praticiens hospitaliers qui sont aussi les praticiens universitaires. Est-ce que je transfère mon Corem, mon préfonds vers un PER? Oui, je peux le faire. Attention, c'est un peu long et un peu technique parce que les premiers transferts ont été initiés un peu plus de 4 mois, ils ne sont toujours pas effectifs. Donc attention à ça. Et deuxième point, la valeur de transfert est souvent connue après le transfert et pas forcément avant le transfert. C'est un peu touchy comme sujet, mais un sujet à aborder avec chacun en fonction de ses choix. Si l'hôpital abonde sur mon Corem, ça c'est le cas peut-être des PU, des PUPH, pourrait-il le faire sur mon PER? Donc, la théorie répondrait oui, mais en fait, l'employeur, entre guillemets, voudra une cohérence de l'ensemble des PER. C'est-à-dire qu'il voudra que tout le monde ait le même contrat pour ne pas avoir à gérer une multiplicité d'intervenants ou de compagnies. Donc, à mon avis, par défaut, il va rester à la Corem. Pour l'instant, peut-être qu'il y aura un appel d'offres vers un autre assureur parce que rien n'empêche aujourd'hui que cela se passe avec un autre assureur. Nous sommes tout à fait, bien sûr, si jamais vous savez s'il y a une appel d'offres ou s'il y a la possibilité de faire changer d'assureur, on est tout à fait prêt à aller proposer un assureur différent du Corem. Et enfin, si j'ai un statut de libéral, est-ce que je dois continuer à cotiser sur mon contrat Lomadelin ou le transférer? Alors, est-ce que je dois continuer à cotiser? Oui, parce que les plafonds sont plus importants par défaut. Donc, au moins garder mon contrat Lomadelin parce que ça me permet d'éviter de faire des erreurs sur les plafonds. Si j'ai un PER et que je dois gérer plusieurs plafonds, ça risque d'être un peu compliqué. Donc, oui, je dirais aujourd'hui garder son contrat Lomadelin. Est-ce que je le transfère? A priori, non. C'est-à-dire qu'il faut absolument avant comparer les garanties qu'offre le contrat Lomadelin, qu'on les compare avec un PER et que l'on regarde dans ce cas de figure si j'ai un intérêt ou non à le faire. Voilà. Maintenant, on va passer sur un ou deux exemples. Je vous rappelle cette diapo rapidement. Si vous avez un article 83 que vous voulez dont on voulait sortir en capital, vous n'avez plus que le mois de mai pour demander un transfert donc d'article 83 vers PERP, puis de PERP vers PER. Puis, on va aller sur quelques exemples que nous avons dans Excel. Donc, j'ai préparé deux exemples dans Excel. Voilà. Donc, vous voyez juste, si vous pouvez juste me confirmer que vous voyez bien mon... Quelqu'un peut peut-être activer le micro pour me dire qu'il voit bien le tableau Excel, qu'il n'y a pas de souci là-dessus. On voit le tableau Excel, oui. Ah, très bien, voilà. Donc, j'ai repris un tableau Excel et j'ai pris un exemple que nous avons pu voir en modifiant un petit peu les choses. Je me retrouve aujourd'hui dans le cas de figure où j'ai un contrat d'assurance, j'ai la possibilité de verser sur un contrat d'assurance vie ou sur un PER et j'ai 30 000 de disponibles. Petit rappel, si j'ai 30 000 de disponibles, ces 30 000 disponibles, c'est soit un versement de 17 000 sur un contrat d'assurance vie parce que je n'ai pas de déduction possible. Par contre, comme j'ai un avantage, 17 700, comme j'ai un avantage fiscal si je le mets sur PER, de 17 000, ces 30 000 euros, ils seront versés en intégralité sur le PER. Retenez une chose, c'est que le taux de rendement interne, par le simple fait du traitement fiscal différent, quand je suis en assurance vie avec une rentabilité de 4%, je vais avoir 3,28, j'aurai 5,79 si je suis dans le cadre du PER.
retenez que le surplus de rentabilité, s'il ne paraît pas important comme ça de prime abord, c'est 3/4 de rentabilité supplémentaire du type de faire un versement sur son PER plutôt que de le faire dans le contrat d'assurance vie. Donc ça, c'est vraiment l'information clé à retenir. Et puis, on a fait un petit comparatif aussi sur le Madelin. Je vais un peu l'agrandir pour que ça soit plus accessible. J'ai pris un contrat Le Madelin moyen, même si pour nous, c'est plutôt, parmi nos clients, un peu en dessous de la moyenne. Et donc, je suis parti d'un contrat sur lequel 193 000 ont été investis. On a une somme de 240 000 au terme, donc une plus-value de 47 000. Et je sais que le contrat, on a proposé à mon client une sortie en annuité garantie, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de sortir en rente viagère, mais cette rente viagère, elle est assortie de 18 annuités qui sont garanties. C'est-à-dire que si jamais il décédait la deuxième année, eh bien, ses héritiers auraient 16 ans de rente garantie. Sa rente brute, elle est de 13 000 euros. Et il se retrouve avec un capital PER de 146 879 si jamais il sortait son capital. Donc, soit il reste en Madelin et il a une rente nette de 7 351, soit il a un capital PER de 146 879. Le nombre d'années pour récupérer son capital est de 20 ans, c'est-à-dire que quand on lui verse le capital du PER, il se retrouve tout de suite avec 20 ans. C'est-à-dire qu'il se retrouve avec ce capital qui peut aller placé. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'il peut s'assurer un revenu pendant parfois 30 ou 35 ans. Mais ça, c'est sans tenir compte des optimisations possibles. Pourquoi? Parce que vous savez que dans un PER, on peut sortir en une fois, on peut sortir en plusieurs fois, mais quand on sort en une fois, on peut utiliser la technique du quotient. Et donc, si on fait un montage assez astucieux, ou artificiellement, on construit le fait que l'année où on liquide le PER, on a peu de revenus, on va utiliser le système du quotient et cet avantage d'une part d'avoir peu de revenus cette année-là et le système du quotient cumulé vont nous permettre de sortir non pas peut-être 146 000 net, mais peut-être 150, 160. Et donc, on va doper encore l'efficacité du système de pouvoir sortir non pas en rente Madelin, mais en capital PER. Voilà pour les deux exemples chiffrés que je vous ai montrés. Pour terminer, un petit tour sur une de nos innovations, qui s'appelle la consultation patrimoniale. Je voulais vous le montrer en direct. Vous retrouvez cette page dans notre site, ici. Vous pouvez prendre un rendez-vous sur des sujets qui vous intéressent plus particulièrement. Par exemple, vous avez un sujet sur l'épargne et le placement et vous posez une question sur le PERIN et le PERP. À ce moment-là, vous pouvez prendre un rendez-vous, soit avec un compte-rendu écrit, soit avec la prise d'une vidéo, soit un rendez-vous express. Vous choisissez l'un des spécialistes sur le sujet, par exemple Adrien Puyot. Vous choisissez la date à laquelle vous voulez avoir la réponse. Ben là, ça serait bien que vous aimeriez, par exemple, l'avoir lundi à 17h30. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir prendre votre rendez-vous, vous allez remplir vos informations clients et vous aurez la possibilité de caler le rendez-vous assez rapidement. Hop là, on va faire comme ça. J'ai accepté le document d'entrée en relation. On a accès au document d'entrée en relation avec nous. Et donc après, vous aurez directement la possibilité de régler votre rendez-vous en avance, soit par carte de crédit, soit par PayPal. Tout de suite, nous, on reçoit un mail. On vous demande quelques informations complémentaires pour pouvoir faire le rendez-vous. Et puis, le rendez-vous se déroule. Et suivant les options, vous pouvez même avoir un compte-rendu écrit ou l'enregistrement vidéo. Voilà pour ces informations-là. Et maintenant, je suis à votre disposition pour des questions, si vous en avez par écrit ou par oral. Vous pouvez débrancher le micro. Je serai tout à fait disposé à y répondre. Je suis allé peut-être un tout petit peu vite, mais je serai... Voilà, n'hésitez pas si jamais... Allez-y. J'avais commencé tout simplement à poser une question. Donc, on a vu qu'il y avait des avantages fiscaux à transformer son Madelin en pair. Est-ce qu'il y a des inconvénients à transformer son Madelin en pair? Alors, oui
Et non. Alors en fait, ce qui est très important, c'est que vous avez plusieurs types de contrats loi Madelin. Et vous avez des contrats loi Madelin qui ont été souscrits avec des garanties de très bon niveau. C'est-à-dire, certains avaient des taux minimum garantis, on en trouve de moins en moins. D'autres avaient des tables de mortalité garanties et certains avaient des tables de mortalité garanties avec des taux techniques qui étaient intégrés dedans. Un taux technique, ça veut dire qu'on vous fait une avance sur le taux de la rente que l'on vous donne. On vous intègre dedans une performance de 1, 1,5 ou 2%. Ce qui veut dire que sur ces contrats-là, quand on multiplie le capital par le taux de rente, on se retrouve avec des taux assez intéressants. Et cela devient difficile de pouvoir, avec les performances actuelles, lutter en termes de performance entre un bon contrat loi Madelin, d'un côté, avec ces garanties-là, et un PER diversifié, avec aussi l'incertitude sur la performance. On ne sait pas si les marchés sur les 10 ou 15 prochaines années nous permettront de faire de bonnes performances. Pourquoi pas? Du coup, la réponse est la suivante. Avant tout transfert d'un contrat loi Madelin vers un PER, il faut analyser le contrat en lui-même et les garanties qu'il offre. D'accord, merci. Je vous en prie. Alors, hop là, je regarde juste, c'est l'occasion de voir qui nous a rejoint. Alors, voilà, on avait... donc, j'ai eu beaucoup de demandes sur des gens qui m'ont demandé d'avoir accès au replay parce qu'il y a des questions notamment sur le... je vais peut-être revenir sur une diapo que j'ai passée un peu rapidement, ici, sur celle-ci, de bien comprendre que si on est salarié, je prends un exemple d'un salarié qui est cadre d'un grand groupe et ce grand groupe a mis en place l'équivalent d'un PERCO. Donc, ça s'appelle maintenant un PRE, un PERE catégoriel, non pas catégoriel, collectif, pardon, collectif, il est ici. Eh bien, normalement, son contrat doit prévoir qu'il puisse utiliser les supports du contrat pour pouvoir placer son épargne déductible ou non déductible, donc le 1A ou le 1B, déductible ou non déductible. Pourquoi il ferait ça? Pourquoi un salarié, on pourrait lui conseiller de lui dire, n'ouvrez pas un PER avec nous, on pourrait lui dire dans une consultation patrimoniale qu'il prendrait, utilisez plutôt celui de votre entreprise plutôt que le nôtre. Ben d'abord, quand on voit les pairs collectifs, souvent, il y a une bonne négociation en termes de frais parce qu'il y a beaucoup de gens et beaucoup d'actifs financiers qui arrivent sur ce pair, et donc on peut se retrouver avec des frais financiers moins importants que sur un pair individuel. D'autre part, la gamme de fonds peut être intéressante. Il peut y avoir des fonds d'entreprise qui permettent d'accéder à des actions de l'entreprise à de bonnes conditions. Et donc, c'est un comparatif qu'il faut faire au cas par cas. Mais on peut être amené à dire, n'ouvrez pas de PER à titre individuel, contentez-vous de pouvoir verser à titre personnel dans ce pair collectif. Voilà, d'une stratégie qui peut être une stratégie économiquement assez rentable pour le salarié. A contrario, si le produit qui a été souscrit n'est pas forcément au mieux, la gamme de fonds un peu étroite et l'absence de conseil, il faudra peut-être choisir un pair individuel, soit avec un service d'allocation d'actifs automatisé, comme nous en proposons, soit avec un profil en fonction des fonds que l'on met dedans. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Une toute petite question. Donc, sur le plan théorique, on voit que c'est assez effectivement complexe. On voit très bien la stratégie du gouvernement face à la baisse, on va dire, de la retraite par répartition, encourager donc la retraite par capitalisation. Est-ce qu'on a beaucoup d'offres bancaires des assureurs? Est-ce que c'est facile d'orienter quelqu'un sur un contrat plutôt que sur un autre? Ou est-ce que tout se vaut? Ou est-ce que, un peu comme autrefois, il y avait de bons Madelins, de mauvais Madelins? Il y a de moins en moins de mauvais produits. Il y a une Internet, concurrence, d'accord. ouais, il y a une concurrence de plus en plus forte et il y a moins en moins de mauvais produits. Je n'ai pas parlé d'une option ici qu'on a sur certains lois Madelin. Pour pouvoir bénéficier d'une table de mortalité garantie, il faut faire une option irrévocable pour une sortie en rente. C'est ce que proposent certaines compagnies pour continuer à offrir des garanties. Donc, pour des gens qui voudraient absolument avoir une table de mortalité garantie, il faut prendre une option irrévocable de sortie en rente. Si on prend cette option, elle nous accompagne jusqu'au terme. On ne peut pas y renoncer.
Donc, peu de contrats la proposent, mais les spécialistes de la rente la proposent. Pour répondre à la question, habituellement, les réseaux captifs ont des produits parfois un peu moins intéressants que les réseaux non captifs. En fait, on a souvent trouvé de meilleurs produits dans le courtage que dans les réseaux captifs. Donc, on pourrait dire de prime abord qu'un PER proposé par un réseau bancaire sera un peu moins attrayant qu'un PER proposé par un réseau de courtage. Là encore, il faut juger sur pièce. C'est un a priori, mais qui peut se révéler faux, même si, quand les premiers comparatifs que j'ai pu faire vont quand même dans la grande qualité, l'architecture ouverte, le nombre de fonds, le nombre d'options de gestion est souvent plus large sur les produits qui sont accessibles par le courtage. Et sur les frais, donc, que ce soit des produits de réseau captif ou chez les courtiers, on est toujours avec des frais d'entrée, des frais de gestion en fonction du support. C'est un vrai sujet parce que l'ESMA, donc, est la structure européenne qui contrôle la distribution de produits financiers en Europe, s'élève contre la gestion les frais de gestion pour les particuliers. Mais il faut noter quand même que quand vous apportez 100 000 euros en une fois sur un contrat ou quand vous apportez 150 euros par mois sur un contrat, eh bien, il y a des frais de gestion pour l'assureur qui ne sont pas forcément les mêmes, puisqu'il y a une opération qui coûte à peu près la même chose. Donc, il y aura toujours un peu plus de frais d'entrée sur un contrat à prime périodique que sur un contrat à prime unique, parce que la modicité des sommes amène des frais fixes sur lesquels il faut pouvoir… Donc, il y aura… Moi, ça ne me choque pas qu'on demande un minimum de 1,5% sur des primes périodiques, alors qu'on peut demander 0 ou 0,25 sur quelqu'un qui fait un apport de 100 ou 150 ou 200 000. Pour peu, bien sûr, que le conseil ait été rémunéré, là encore. Nous, on a choisi de pas forcément se rémunérer à l'entrée, on a choisi de faire rémunérer le conseil et après d'avoir un minimum de frais d'entrée. Sur les frais de gestion, c'est là où il faut faire un peu attention entre les contrats, parce que dans les gammes captives, il y a souvent des fonds de fonds qui cumulent les frais de gestion. Donc, faire attention à tout ce qui est profil de gestion qui ont tendance à cumuler. Donc, c'est des choses qu'on peut avoir par un document qui s'appelle le DICI, DICI, et qui donne le cumul maximum de frais. Nous avons choisi de notre côté de travailler avec un allocataire d'actifs dont le but est d'aller toujours chercher les fonds les moins chargés. Voilà, pour éviter tout conflit d'intérêts là-dessus. Mais chaque fois qu'on a un fonds, vous avez un DICI et le DICI vous permet de savoir combien il y a de frais. Je pense qu'il n'y a pas un réseau plus que l'autre qui met moins de frais. Il y aura peut-être un petit peu moins de frais sur les contrats que vous pouvez souscrire en direct sur Internet. Nous, on peut amener des clients à souscrire des contrats directement sur Internet s'ils sont en abonnement de conseil chez nous, puisque à partir du moment où on décide de se faire rémunérer sur le conseil, on peut très bien amener quelqu'un à les souscrire, comme on le fait sur des PEA, par exemple. On fait toute l'offre de la sélection de fonds, on fait toute l'offre du suivi d'allocation, on fait toute l'offre de l'agrégation de comptes, mais pas forcément le produit derrière. J'ai répondu Merci. à la question ? Oh oui, parfaitement. Merci. Une petite question sur le fil de questions. Comment peut-on s'assurer de la stabilité financière dans le temps de l'organisme auprès duquel on souscrit un PERP ? Ah, ça, c'est une question intéressante, un peu piège aussi. Pourquoi ? Parce qu'on ne lit pas dans la boule de cristal. Mais je dirais qu'un acteur qui a une certaine ancienneté, notamment dans le service des rentes, a la capacité de continuer à servir des rentes. Je m'explique. On a eu pas mal de produits innovants sur des sociétés qui ont toujours été en phase de collecte. Et quand elles ont été en phase de rente, notamment avec les taux qui ont baissé, ces sociétés se sont retrouvées parfois en fragilité ou dans l'incapacité de tenir leurs engagements. Donc, de prime abord, si on a un produit de long terme, il vaut mieux privilégier une compagnie qui a l'habitude depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, ou 100 ou 150 ans pour d'autres, de verser des rentes, parce qu'elle a pu, avec l'expérience, corriger quelques excès d'optimisme. Ensuite, l'avantage du PER, c'est qu'il est transférable. Donc, nous avons tous les ans, nous,
des éléments qui nous permettent de savoir quelle est la solidité des sociétés d'assurance avec lesquelles nous travaillons, avec lesquelles les clients travaillent. Et donc, en fonction de ces notations, on peut très bien dire s'il y a un danger ou pas. On peut voir arriver un danger. Et donc, en fonction des garanties qu'il offre ou de la notation de cette compagnie, on peut encourager des clients à préalablement ou préventivement quitter une compagnie pour une autre. Voilà. Donc, le premier point, c'est de choisir une compagnie qui a l'habitude de servir des rentes, première chose. Deuxième élément de réponse, regarder les notations de cette entreprise et en fonction de cette notation, si elle évolue une fois ou deux à la baisse, eh bien, prendre par anticipation son courage à deux mains et transférer les fonds dans un autre établissement. Claude, j'ai répondu à votre question. Est-ce qu'il y a une garantie bancaire ou financière des 70 000 ou 100 000 euros? Ou 100 000, oui, la même, que le père soit bancaire ou assurance vie, on a la même. Par contre, attention, hein, elle est limitée par établissement. Oui. Donc, ça veut dire que si j'ai un PER et que j'ai à côté en banque, si j'ai un PER et un compte sur livret, ben voilà, c'est un cumul. Si c'est auprès d'un assureur, si j'ai un contrat assurance vie d'un côté et un PER de l'autre, eh bien pareil, j'ai ces limites-là. Mais effectivement, que le produit soit un produit bancaire ou d'assurance vie, j'ai ces caractéristiques-là, effectivement. Il y a eu beaucoup de nouveaux acteurs qui se sont lancés sur le PER. Parce que moi, j'ai le souvenir, au sein de l'Éducation nationale, on avait la possibilité à un moment de verser, j'ai plus le nom de l'organisme, mais en fait, les rentes n'ont pas pu être servies. Ça, c'est vraiment, c'est parti. Alors, mal parti, quoi. Tous les mutualistes, voilà, tous les mutualistes préfonds et Corem ont connu des heures de gloire dans la partie de collecte et des moments plus difficiles dans les moments de service des rentes. Nous avons exactement la même chose avec la CAVP. Alors, nous, on le voyait bien parce que moi, j'ai travaillé pour une entreprise qui, quand on vendait nos contrats Madelin en 1994, je suis rentré dans le métier, moi, en 1994, donc quand la loi Madelin est arrivée. Et donc, on était en concurrence avec des contrats par points ou d'autres types de contrats. Et la CAVP nous expliquait qu'ils avaient des taux de rente extraordinaires et qu'ils seraient bien meilleurs que nous. Et on avait la même chose du côté préfonds et du côté Corem. Ce qui s'est passé du côté préfonds, c'est qu'ils ont dû revoir les rentes à la baisse. Et dans le Corem, il y a 3 fonds. Le Corem 1 a baissé même les rentes des gens qui étaient déjà à la retraite. Sur le Corem 2, il y a eu une baisse des performances à venir. Et bon, le Corem 3, lui, qui est le fonds OFI Premium, est lui protégé de ces problématiques-là. Mais on a effectivement eu dans le passé, tant du côté préfonds Corem et même de la CAVP, eh bien, des révisions à la baisse des rentes et des révisions assez drastiques de cette baisse de rente. Donc, c'est pour ça que je vous dis une entreprise qui sert des rentes depuis longtemps, parce que ça évite de partir sur des bases qui sont trop optimistes. D'accord. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de les faire parvenir par la suite. Je vous remercie beaucoup d'avoir assisté et de votre écoute studieuse, en tout cas, de ce webinaire. Et puis, restez en contact avec nous. On vous parlera donc du prochain webinaire la semaine prochaine, quand on programme pour la semaine d'après, parce que la semaine prochaine est un petit peu raccourcie avec le jeudi de l'Ascension. Donc, on mettra le webinaire la semaine prochaine en fonction des souhaits de chacun. Je vous souhaite donc un bon appétit et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne YouTube, au travers de la consultation patrimoniale ou dans les prochains webinaires. À très vite. Au revoir.